prostitute. He's working in the street. She's a teenage prostitute. Ce qu'il pose comme de l'universalisme n'est rien d'autre que du paternalisme normatif. Cette phrase a sauté au visage de l'Espalette. Il a eu le sentiment, à cet instant, qu'on ne pouvait pas donner une définition plus juste de ce que sont ses parents, avec leur ouverture d'esprit incessamment claironnée, qui lui a toujours donné le sentiment de s'enfermer sur elle-même, de ne chercher inlassablement à dénoncer le mal que dans le but unique de se poser du côté du bien. Jamais pour, concrètement, en dehors des discours, rendre le monde un peu meilleur, ne serait-ce qu'à la marge. C'est pour ça qu'il est devenu flic. Pour les faire chier déjà, et puis pour ne pas se contenter de gloser sur la misère du monde, mais pour descendre avec des bottes d'égoutier et une arme de service, afin de regarder réellement à quoi elle ressemble, et pourquoi pas, essayer d'instiller un peu de justice ça et là. Lorenz a poursuivi, et l'OPJ est obligé de quitter son propre monologue pour reprendre le cours de celui du prévenu. C'est paternaliste et normatif, disais-je, mais c'est également aberrant, contre-productif à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Jack London et George Orwell ont tous les deux été clochards quelque temps, et ils en ont tiré 2 livres, en français, Les Vagabonds du Rail et Dans la Dèche à Paris et à Londres, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, ont su trouver une place plus ou moins marginale dans l'histoire de l'art. Imaginez que nos gens très intelligents, qui ont raison et qui veulent faire le bien, se soient décidés à sauver ces misérables dont il serait très évidemment inimaginable qu'ils préfèrent la rue à un lit chaud, à un vrai travail et une soupe de l'armée du salut. Jamais d'argent, ils le boivent. Évidemment, ces marginaux refusent cette charitable injonction à grands cris. C'est normal puisque nous venons de le voir. Eux ne sont pas très intelligents et sont incapables de diriger de manière saine et raisonnable leur propre existence. Et puis, on les comprend. Armée, salut, ils se méfient. Rien qu'en 2 mots, avouez que ça révèle presque caricaturalement un corpus idéologique qui n'est pas sans rappeler l'éternel mariage du sabre et du goupillon. Mais heureusement, nos philanthropes sont là, qui veillent et qui protègent. Poètes, vos papiers. Et hop, embarquement immédiat par la force s'il le faut, puisque c'est pour votre bien, on vous dit. En camp de réinsertion par le travail, où on tentera de les guérir de leur chimère de bohème pour leur faire découvrir les joies d'une vie normale. Un petit logement, une petite famille, un petit travail avec un petit salaire, grâce auquel ils pourront réaliser leurs petits rêves. Elle est pas belle, la vie ? Sérieusement. Qui osera affirmer que Jack London ou George Orwell auraient été plus heureux à cet instant de leur existence en mineur sorti de Germinal ou en comptable assis derrière un bureau, à se consacrer à des chiffres, pas des lettres ? Et si cela avait été le cas, qui mieux qu'eux-mêmes aurait été en mesure d'en avoir conscience et décider à leur place quoi faire pour construire au mieux, ou au moins mal, leur existence ? Et par-delà, qui osera affirmer aujourd'hui, avec le recul et le prestige dont bénéficient ces 2 auteurs, qu'ils auraient été plus à leur place, plus utiles à la société, en se résignant à la normalité, plutôt qu'en s'accrochant à leur lézarde malgré la misère et ses souffrances ? Ou que, d'une manière ou d'une autre, ce passage de leur vie n'était pas nécessaire à leur chemin d'auteur et que peut-être, moi j'affirme rien du tout, véritablement rien du tout. Je ne prétends pas régir la vie des autres ou savoir mieux qu'eux où situent leur bien et leur mal. Sans ces années de dèche à Paris, à Londres ou sur les rails, leurs livres qui ont suivi auraient été aussi forts, aussi habités par les épreuves et par l'urgence, comme on dit dans les critiques paresseuses, sans trop savoir de quoi on parle. Ou même, seulement, si j'ose dire, si uniquement ces 2 livres ne méritent pas 1000 fois les affres de cette expérience qu'après tout, ils sont les seuls à avoir dû endurer, à avoir dû assumer. Qu'ont à répondre à ça les gens très intelligents qui ont raison et qui veulent faire le bien, que même poursuivre sa vocation clochard est une telle transgression qui blesse si douloureusement leur nature philanthrope qu'elle ne saurait être tolérée ? Ou alors que 2 bons livres ne valent tellement rien comparé à un bilan comptable rédigé en 3 exemplaires qu'il ne saurait justifier une telle déchéance qui humilie jusqu'au genre humain dans sa totalité ? Et si demain une peintre, une musicienne, une écrivain décidait de se prostituer pour pouvoir consacrer assez de temps à ses projets artistiques, ou mettre suffisamment d'argent de côté pour être libérée pour quelques mois ou quelques années des soucis matériels et pouvoir peindre ou composer ou écrire l'esprit un peu plus libre, elle aurait tort ? Il faudrait l'en empêcher ? Ou du moins la blâmer ? Elle serait nécessairement un être aliéné, malsaine et déraisonnable, incapable d'avoir pris à cet instant la meilleure
ou la moins mauvaise décision en ce qui concerne exclusivement sa vie, à elle. Et question subsidiaire, si tel est le cas, qui peut prétendre, sans être imbécile, avoir tort et faire le mal, qu'il sait mieux qu'elle, si son choix est le meilleur, pour elle, pas de manière faussement générale, théorique, illusoire, prétendument universelle, de manière paternaliste et normative. J'ajoute que, naturellement, je m'en voudrais de réduire mon propos aux fissures les plus présentables. Cette peintre, cette musicienne, cet auteur qui se prostitue, comme l'a fait Alice, pour tenter, au moins mal, de suivre son chemin. On retrouve ce profil de façon plus banale chez des centaines ou des milliers d'étudiantes qui n'ont pas la chance d'avoir des parents pour payer leurs études et qui, soit réduisent notablement leur espérance de réussite en se condamnant à un travail abrutissant chaque soir ou chaque week-end, soit peuvent juger que 1 ou 2 rendez-vous par semaine, le temps de décrocher leur diplôme, sont à tout prendre, la meilleure ou la moins mauvaise solution pour s'offrir l'opportunité, tout le reste de leur vie, de s'abstraire du milieu social de leurs parents, dans lequel la société de caste, qui semble renaître de ses cendres depuis 2 ou 3 décennies, a toutes les chances de l'enfermer. De nouveau, trouvez-moi des gens très intelligents qui ont raison et qui veulent faire le bien, qui oseront affirmer que dans le champ des possibles, réels, pas utopiques, pas fantasmés, et encore moins leur, celui de la classe supérieure, elle a eu tort, elle n'a rien choisi, et il faudrait la sauver, malgré elle. Et ça s'arrête où à ce compte-là? Monsieur Viron. Ah, Boris, c'est bien ça d'après votre dossier? Vous pouvez me rappeler vos diplômes? C'est ce qui me semblait. Alors voilà, monsieur, quand on est centralien, il me semble qu'on est en capacité de trouver un métier sérieux et rémunérateur au lieu de jouer de la trompinette comme un guignol. Ceci dit, je sais parfaitement, je vous rassure, que tous les artistes bizarres ne sont pas diplômés de grandes écoles et ne laisseront pour la plupart aucune trace, même marginale, dans l'histoire de l'art. Que tous les clochards ne sont pas Jack London et George Orwell, ou Bukowski, ou Diogène, ou Jean Rictus, ou Verlaine, ou Francis Bacon, ou Chet Baker, ou François Villon. Mine de rien, la liste est tout de même sacrément longue de ces vagabonds, ces indigents, ces mendiants plus ou moins ingrats qui aujourd'hui remplissent les musées et les bibliothèques et font directement ou indirectement vivre, quelle triste ironie, des milliers de personnes qui chaque soir rentrent dormir le ventre plein dans leur logement, au chaud. Que toutes les putes ne sont pas Claire Cartonnet, Chrysalidis Réal, Aspasie, qui formait avec Périclès le couple le plus hype et le plus décrié de toute la Grèce antique. Comme quoi, voyez, commandant, Alice et moi, nous n'avons pas été les premiers. Ou Virginie Despentes, ou Nicole Castioni, ou cette peintre, cette musicienne, cet auteur qui peut-être dans 20 ans sera joué, lu ou exposé à Tokyo, New York ou Berlin, ou ces comédiennes et ces courtisanes célèbres qui ont tant fait pour le théâtre et l'histoire de France. Là encore, il est faux de dire que ce sont des exemples qui se compteraient sur les doigts d'uniquement quelques mains, que la plupart des ex-dollars ne sont pas Socrate, Oscar Wilde, Marquis de Sade, MC Jean Gabin, Nicolas Sarkozy. Pardon, j'anticipe. Ou de nouveau Verlaine, Chet Baker et François Villon qu'on peut également ranger ici. Je sais très bien tout cela, commandant. Et je m'en voudrais d'être mal compris et de mélanger tout et n'importe quoi. Je ne prétends pas que tous les marginaux, et de loin, puissent être posés en modèle exemplaire, ni qu'ils aient vécu une existence exclusivement heureuse, enthousiasmante, plus choisie que subie, et en outre valeureuse, créatrice de richesses humaines pour eux-mêmes, comme pour l'ensemble du corps social. Pas plus que Jean Valjean ne prétend représenter tous les bagnards, ni même une majorité parmi eux. Il ne s'agit pas de faire ici un portrait immaculé de toutes les marginalités, exempt de la moindre tache, de la moindre zone d'ombre, mais de grâce. Épargnez-nous à contrario les eaux fortes uniformément sombres et sans aucune nuance, tristes, misérabilistes, jamais lumineuses, noires de malheur, de souffrance et de crasse, si noires qu'il serait urgent, impératif, de convoquer le Karcher, l'agent orange et la peinture blanche. Alice n'a pas choisi la prostitution, commandant. Elle aurait préféré, j'imagine, être grassement mensualisée par un éditeur pour écrire des livres sur lesquels il n'aurait eu aucun droit de regard. Elle n'a pas choisi la prostitution, mais elle a choisi délibérément, lucidement, courageusement, de donner à la plante sauvage qui était le cœur de sa nature la chance de pouvoir grandir en liberté, plutôt que de s'enfermer, se réduire, étouffer, du moins se condamner à limiter sa croissance, se mutiler, comme ces Chinoises dont on comprimait les pieds dans des bandages jusqu'à les briser, afin que leur taille exagérément petite corresponde aux critères de bienséance de l'époque. Plantées dans un pot en plastique trop petit, derrière une grille en fer trop grande, sur un triste balcon béton,
ou de grandir confortablement à l'ombre d'une des tours de mon château, avec le risque de devenir dépendante d'un tuteur pour se tenir droite et debout. Alors, elle est allée chercher sa lézarde, à elle. Peut-être pas la plus grande, peut-être pas la plus belle, et assurément pas la plus confortable. Mais elle s'y est accrochée, et avec l'outrecuidance de sa jeunesse, avec l'orgueil démesuré qui était le fond de son caractère, elle était persuadée, ou du moins elle l'affirmait avec arrogance, qu'un jour, sans jamais, pour monter jusqu'au ciel, lécher l'écorce d'un protecteur puissant comme l'obscure lierre de Cyrano, elle deviendrait si grande, si imposante, si considérable, qu'elle plongerait toute la façade de l'immeuble dans son ombre, jusqu'au penthouse qui domine l'ensemble, et que la façade en question en deviendrait moins blanche, mais plus lumineuse. Et moi, modestement, comme un humain et comme un amoureux, comment vouliez-vous que je la juge, et a fortiori je lui interdise de grandir où elle le désirait? Je lui ai simplement ce qu'on doit faire, donner amour, confiance et sécurité. Je la regardais, jour après jour s'élever, avec un bonheur de jardinier qui n'y est pour rien, si des ronces sont installées dans son potager, mais qui sait apprécier les murs qu'elle lui offre et qui ont le parfum d'aucun autre fruit. Je la regardais grandir, jamais trop loin du pied du mur, des fois qu'un orage violent l'arrache de la façade et la jette à terre. Ou pour le jour où elle aurait décidé d'elle-même de prendre ses racines à son cou et de sauter au sol pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Un arrosoir, un grand sac de terre de bruyère et des engrais exclusivement naturels à portée de main pour l'aider de mon mieux à aller poursuivre sa croissance là où elle seule le jugerait bon. Voyez, commandant, vous aviez raison. J'étais un proxénète qui se respecte. Un proxénète exemplaire.